Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, l'épisode qui vous permet d'aller encore plus loin dans l'actualité des nouvelles technologies. Si vous vouliez toutes les infos de la semaine absolument essentielles, c'est l'épisode précédent de Tech Café qu'il fallait écouter. Mais là, on va encore parler un petit peu d'intelligence artificielle avec les mises en application de Copilot Pro, de Copilot GitHub aussi. On a des infos autour de l'intelligence artificielle du côté d'Apple. Et puis tiens, un renouveau, ou plutôt un retour de quelque chose qu'on avait un petit peu oublié. Neuralink aussi, l'implémentation des connexions informatiques avec le cerveau humain proposé par Elon Musk. On va parler de tout ça avec grand plaisir. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve l'excellent préparateur du conducteur de ce supplément, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien. On a eu un petit souci d'enregistrement pour l'épisode hebdo et vraisemblablement nos auditeurs ont eu un son dégradé, mais on revient plus fort que jamais avec un son optimal et toujours avec une équipe de choc complétée par Steph alias Steph500 qui est tout à la fois médecin, auditeur engagé et passionné de nouvelles technologies. Salut Steph, comment vas-tu ? Salut, merci encore pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir, on te retrouve de temps en temps en fonction de tes disponibilités, en fonction aussi des sujets qu'on peut avoir à aborder, notamment si on peut être amené à traiter de sujets que tu maîtrises mieux que nous autour de la médecine et qui peuvent compléter nos champs de compétences. On est évidemment ravis de t'accueillir. Un petit tapis rouge déroulé comme il se doit pour Benoît, pour Julien Réveillon et pour Verkefen qui ont accepté de venir soutenir Tech Café sur Patreon. Ils sont allés sur patreon.com/techcafé et puis ils ont accepté de nous confier quelques euros par mois. Vous avez différents paliers disponibles et en échange vous profitez, je vais y arriver ce soir, d'un flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. C'est donc sur patreon.com/techcafé. Probablement qu'au moment où vous écoutez cet épisode, le live du 1er février réservé au Patreon aura été diffusé, mais vraisemblablement aussi, vous devriez bientôt pouvoir avoir accès au replay. Raison de plus, donc, pour venir nous soutenir, patreon.com/techcafé. Sans autre forme de procès, Guillaume, attaquons tout de suite les news que tu nous as sélectionnées et concoctées pour cet épisode supplément. Et il y a du suivi à faire sur du Copilot sous toutes ses formes. Ben oui, le copilote pour Office 365 est lancé pour tout le monde et on commence à avoir un tout petit peu de feedback. C'est très préliminaire, on peut avoir une idée des premiers retours sur Reddit parce qu'il y a un flux qui s'appelle, un Reddit qui s'appelle R6admin où les ingénieurs partagent un petit peu leur expérience. Alors c'est réduit, c'est très réduit, mais au moins c'est pas de la pub, c'est pas des messages corporate quoi. Pour le moment, c'est assez mitigé d'ailleurs sur ce subreddit. Après une semaine, le sentiment qui ressort pour le moment, c'est plutôt bof. La qualité de génération est variable, les brouillons d'email sont pas super convaincants. Le boulot de relecture en plus de réécriture finalement tue un peu le principe même de l'outil. On peine parfois à lui trouver un usage pratique, on lit des trucs comme une solution à la recherche d'un problème, donc en gros tout le monde n'est pas encore convaincu. C'est vrai, quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. C'est marquant parce que parfois ça montre bien à quel point l'innovation technologique elle va très très vite, surtout quand il y a de l'hype et quand il y a des gros sous derrière, mais que ce serait intéressant d'avoir un besoin, d'avoir un cas d'usage derrière à chaque fois. Mais bon. C'est ça, ou alors de s'y adapter quoi, d'une certaine manière, c'est pas si évident. On trouve par contre des retours bien plus positifs à propos du copilot de GitHub, qui écrit du code et qui accélère vraiment le boulot. Pour celui-ci, les réactions sont d'ailleurs beaucoup plus enthousiastes, et peut-être dans une certaine mesure, on peut se demander si elles ne sont pas trop enthousiastes. Et la raison, c'est que c'est le rapport de GitClear, qui s'appelle Coding on Copilot, qui conclut que Copilot a une influence sur la qualité du code, et que c'est plutôt une mauvaise influence. Alors comment ils voient ça ? Ils n'analysent pas le code produit par Copilot directement, mais ils analysent les dynamiques sur GitHub. Donc combien de branches sont postées par jour, mises à jour, combien de corrections sont faites, combien de code est recopié tel quel, etc. En tout, c'est 153 millions de lignes de code modifiées sur GitHub entre janvier 2020 et décembre 2023 qui ont été comme ça un petit peu scrutées. Et pour faire simple, oui, Copilot permet de coder plus vite, mais il pousse aussi à poster son code plus vite et à accroître le nombre d'erreurs qui se retrouvent dans les dépôts et qui donc provoquent des corrections et des allers-retours par la suite. Donc on revient statistiquement plus sur les codes déjà postés maintenant que c'était le cas il y a 2 ans. Autre tendance néfaste, on utilise moins de codes qui sont déjà faits, on réutilise moins parce qu'il devient plus simple de réécrire sur place, de tout réécrire sur place. Alors évidemment, parce que évidemment c'est pas nous qui le faisons, donc forcément c'est pas nous qui réécrivons, on a plus tendance à réécrire. L'idée c'est que si on a besoin plusieurs fois d'un morceau de code et qui fait un truc, je sais pas moi, un calcul quelconque, on va faire une fonction qui est utilisée partout. On va appeler juste la fonction. Et si on se rend compte à un moment qu'on se répète à certains endroits, on fait une fonction propre et on remplace les portions de code
par des appels à la fonction. Ça a l'avantage d'être plus propre et plus court, mais aussi, surtout, que si on doit changer ou corriger la fonction, on n'a à le faire qu'une seule fois, à un seul endroit. À l'inverse, si vous copiez-collez 12 fois le même code et qu'à un moment il faut changer un truc, pour le code et qui fait la même chose, il faut le changer 12 fois, donc bon courage et prévoyez du Doliprane. Or, Copilot encourage pas à faire un code qui est non redondant, puisqu'il permet, entre guillemets, de pisser du code quasi gratos. Bon, du coup, évidemment, c'est pas forcément idéal. Après, il faut être honnête, tout ça n'est pas de la faute de l'outil. C'est la manière de l'utiliser qui peut s'avérer néfaste sur le long terme. Alors, Copilot t'empêche pas de faire des fonctions, il faut juste l'utiliser dans de bonnes conditions, avec des bonnes pratiques, quoi. L'IA, pour le codage, ça se normalise, donc il y a beaucoup de gens qui sont encore sceptiques sur la qualité du code produit. La communauté est encore un peu divisée, mais il semble inévitable que les trucs comme Copilot fassent partie du quotidien dans les années qui viennent pour pratiquement tous les codeurs, et qu'il y ait même un désavantage net à ne pas l'utiliser dans une entreprise si tout le monde y a recours, quoi. Je sais plus, je crois que tu nous avais fait un premier témoignage, Steph, toi qui développes un peu. Est-ce que tu utilises des assistants comme ça pour compléter ton code? Je crois que tu nous avais dit que tu l'avais testé et que c'était assez bluffant, non? Ouais, je l'avais testé pour apprendre Kotlin à l'époque, Ah oui, voilà, c'est ça. mais c'était encore le 3.5, si je dis pas de Oui. bêtises. Et tu mettais en avant effectivement à quel point ça pouvait être un guide pour l'apprentissage façon tuto qui était pertinent. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment, en fait, ça permet finalement de poser un peu toutes les questions bêtes que tu n'oserais pas poser à un tuteur. Parce qu'il va te corriger très vite et il va avoir tendance à te dire bon bah là t'es sur la mauvaise piste, ou là c'est plutôt pas mal. Après, pour utiliser un petit peu ces outils-là, moi j'en suis revenu pour une Ah, raison toi toute aussi. bête, c'est que en tout cas pour le code, ça produit du code. Par exemple, quand on produit un modèle d'IA ou un truc comme ça, il y a plein de paramètres à prendre en considération dans les appels de la fonction ou de la méthode de l'objet, bref, peu importe. Il y a des choses à l'intérieur qui sont appelées avec certains types de paramètres. Et des fois, en fait, il se plante parce que je pense il comprend pas ce qu'il fait a priori. Donc, en fait, il donne du code et après à débugger, c'est un enfer parce que en Ah, fait, là, c'est juste un D égale 25 au lieu de D égale 2,5. ah d'accord. Et ça, à débugger, bon courage, parce que ça fait des erreurs. En plus, c'est pas un code que tu as produit toi-même, donc ça fait des erreurs qui sont mais cryptiques. Tu passes un temps considérable à le redébugger. Donc honnêtement, j'en suis revenu. Vraiment, vraiment, je préfère coder à la main et au moins je sais ce que je fais et quand je fais une erreur, je sais d'où elle vient. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'on parlait juste avant l'émission de l'éventualité, qu'il y ait des agents comme ça qui remplacent tout le monde, etc. C'est possible, c'est tout à fait possible que dans le futur, ça soit comme ça, mais il y a aussi ce qui est difficile à évaluer comme ça a priori, c'est aussi à quel point c'est suffisamment bon pour être vraiment en pratique utilisable, efficace et compétitif, tu vois. Parce Jusque que dans les détails en fait. jusque dans les détails, voilà, parce que bon, c'est fabuleux ce qu'on a déjà, fabuleux qu'un truc, enfin qu'on ait un chatbot qui puisse te répondre à n'importe quelle question comme ça, c'est fabuleux, que Copilot puisse pondre du code, c'est absolument incroyable, c'était inimaginable il y a quelques années, quoi. Néanmoins, pour que ce soit vraiment suffisamment bon pour que, tu vois, ça soit dangereux en quelque sorte pour les emplois et pour que ça soit vraiment transformatif, c'est un peu comme les voitures électriques. Les voitures Ah, électriques, moi, les voitures autonomes. j'allais te le dire, c'est exactement la réflexion à laquelle ça m'amenait. Ouais. Tu vois, les voitures autonomes, ce qu'on a déjà, c'est fabuleux déjà. C'est des voitures qui se conduisent toutes seules, en pratiquement toutes les... C'est génial, c'est à 99% génial. Sauf que le 1% qui reste, C'est il exactement empêche ça. une application à grande échelle et une révolution complète encore un petit peu, tu vois. Et donc ce 1%, il y a toujours une question sur ce 1%. Alors peut-être qu'on y arrivera dans les mois ou les années qui viennent, c'est possible. Et puis peut-être que ça va résister encore un peu plus longtemps. Ça, c'est très difficile à savoir quand même. Et il y a quelques années, pourtant, on nous dessinait un avenir assez proche qui décrivait des voitures autonomes et qui circuleraient comme ça au quotidien. Et on les emprunterait tous. Et peut-être encore une fois que ça va arriver. Mais effectivement, ce bouleversement est plus long à se mettre en place qu'on aurait pu peut-être l'imaginer. Guillaume, un autre bouleversement auquel il va falloir qu'on se heurte peut-être, c'est d'avoir des lunettes devant nous qui vont nous aider et qui vont nous aider à avoir une vision augmentée peut-être. Alors peut-être, mais c'est pas tout de suite quand même la vision augmentée. Ça non plus alors. Décidément. C'est plutôt un autre bof, ouais. C'est les Ray-Ban de Meta avec IA multimodal intégré. Donc les smart glasses de Meta, c'est des lunettes de soleil avec des caméras et un micro. Il y a une paire qui est déjà sortie l'an dernier avec la promesse fantastique de pouvoir immédiatement poster ce que tu vois sur les réseaux sociaux, donc un super pouvoir quasi indispensable en 2023.
Cette année, les Ray-Ban se dotent d'une IA qui voit et comprend ce que vous voyez, ce qui les rend marginalement plus utiles, parce que c'est un petit peu comme si tu pouvais utiliser GPT-4 Vision directement sur ce que tu regardes, quoi. Donc tu regardes une plante, c'est quoi ce truc bizarre? C'est un géranium banane. Et ça, c'est quoi? Une chèvre? Non, c'est un bélier. Ah, c'est un mouton alors? Non, c'est un bélier. Et l'IA pourra vous expliquer la différence. Une différence subtile que j'ai moi-même apprise qu'assez tard finalement dans ma vie. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Ouais. Mais bref, oui, en voyage, si vous êtes au Japon et que vos lunettes peuvent lire les panneaux et vous les traduire, bah oui, évidemment, ça peut être très utile. Dans la nature, à supposer que l'IA soit fiable et que vous ayez du réseau, ça peut être cool de reconnaître les plantes, les oiseaux, voilà, tous ces trucs exotiques dans ce qu'on appelle la nature. Et puis après, très honnêtement, pour le reste, l'usage est moins clair. Pour mettre automatiquement des hashtags sur la photo de ton chat avant de la poster, ouais. Regarder l'intérieur de ton frigo et te suggérer des menus, oui. En substance, c'est un peu la conclusion à laquelle parvient la journaliste d'Engadget, hein, surtout que lors des tests, quand tu poses des questions par exemple pour avoir des résultats sportifs ou des résultats sur des informations comme ça, des news, bah, elle y raconte parfois n'importe quoi dans ses résultats de recherche sur internet et elle donne pourtant ses références, elle en déduit une réponse qui est fausse alors même que la bonne réponse se trouve dans les sites qu'elle a consultés. Le produit est donc pas encore tout à fait cuit. En plus, il y a quand même un sujet à propos de ces appareils-là, dont on parle plus trop, mais quand même qui, pour moi, conserve son importance. C'est un petit peu la vie privée et la gestion des données. Forcément. Ben oui, parce que les lunettes, elles font rien elles-mêmes. Hein. Tout ce que vous dites et tout ce que vous regardez, c'est envoyé sur le serveur Meta. Et ils ont une politique là-dessus, parce qu'ils sont obligés. Hein. Il y a une politique, et la politique actuelle de Meta en ce qui concerne cet objet, c'est donc les données récoltées par les smart glass, c'est toutes les photos traitées avec l'IA sont stockées et utilisées pour améliorer les produits Meta et seront utilisées pour former l'IA de Meta avec l'aide d'évaluateurs certifiés. Le traitement avec l'IA inclut le contenu de vos photos, comme les objets et le texte. Ces informations seront collectées, utilisées et conservées conformément à la politique de confidentialité de Meta. Zuckerberg a encore dit la dernière fois qu'il souhaitait donc créer une IA généraliste open source et qu'il nous voyait tous comme ça utiliser des lunettes en permanence, hein. Des lunettes connectées pour montrer à l'IA, pour la contextualiser, quoi, pour que l'IA voit ce qu'on voit et entende ce qu'on entend, quoi. Et ce qui veut dire que ça permet du même coup à Meta d'en voir tout autant. Donc vous mettez en gros l'IA de Meta sur votre tête et vous lui montrez toute votre vie. Et moi, ça me fait modérément envie. C'est bizarre, pourquoi? Ça m'étonne de toi, Guillaume. Ah bah, c'est l'âge. Oui, probablement. Même réserve ou un petit peu plus d'enthousiasme ou une vision complémentaire, Steph, sur des lunettes connectées Ray-Ban? Alors, honnêtement, en fait, moi perso, ça me fait rêver, mais pas le Ah, côté. intéressant. Alors, pas le côté méta qui vient inspirer les données, hein, c'est pas ça. Hein, Ouais. c'est plus le côté. Tu te balades dans la rue, t'es au Japon, tu sais pas lire un panneau, t'as des lunettes oui, qui te le traduisent pour en le temps voyage. réel. Moi, ça me fait absolument rêver. Ou tu te balades dans la nature, un de tes enfants te dit, tiens, c'est quoi cette plante? Au lieu de passer pour un con, bah c'est tel truc. Tu vois, Bien sûr. je trouve que, enfin moi, cet usage-là me fait rêver. Après, bon, je pense qu'on en est encore un petit peu loin, mais je suis presque prêt à dire que pour moi, ce serait le remplacement naturel du smartphone. Et est-ce que tu serais tout aussi à l'aise à l'idée que les gens portent face à toi ça dans la rue? C'est là où la deuxième question remet un peu Bah, en perspective parfois. ouais, je suis d'accord avec toi, hein, c'est une réserve tout à fait pertinente. Après, quand tu regardes bien maintenant dans le métro, est-ce que les gens se regardent vraiment? Non. Ils sont tous sur leur téléphone. Est-ce que ça changerait fondamentalement les choses? La, la question, c'est pas tant est-ce qu'on se regarde, mais c'est est-ce qu'il te filme à ton insu et est-ce que ta vie personnelle est observée à ton insu? Et ce qui d'ailleurs est pour partie vrai avec les smartphones, mais est-ce que c'est pas un peu facilité avec des lunettes, quoi? Si, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, mais c'est sûr que voilà, si on se place dans un monde complètement personnel où on a ces lunettes pendant nos voyages, c'est inévitablement très pratique. Et encore faut-il que ce soit pertinent et fiable. Ah oui, ça, oui. Guillaume, on continue avec OpenAI qui s'est rendu compte que GPT-4 était un petit peu endormi. Il fallait lui mettre un petit coup de fouet, c'est ça? Bah, c'est une grosse flemme, hein, faut le dire. Hein. Alors, pas tout le temps, mais il a ses moments, voilà. Je jette pas la pierre, moi aussi, c'est pareil. Parfois, j'ai la flemme, hein, je suis pas d'humeur. Et depuis quelques semaines, il y a eu pas mal de plaintes concernant le fait que GPT-4 devenait de plus en plus feignasse, en refusant de répondre aux questions. Alors, c'est assez rigolo à voir, d'ailleurs. Il tire au flanc, genre, il ment. Genre, non, j'ai pas la capacité de faire ça, je sais pas faire ça. Non, j'y arrive, je sais pas. J'ai pas le temps. Alors que si, il peut aller sur Internet, hein, parfois, mais il dit que non, il peut pas. Non, mais je peux pas aller sur Internet, vous savez, moi, j'y arrive pas. Pareil pour l'analyse de plein de documents, et c'est marrant parce qu'OpenAI, il a même admis, et ils viennent donc du coup de le mettre à jour.
Donc GPT-4 va continuer à se mettre à jour d'ailleurs dans les prochains mois, avec une version multimodale d'ailleurs de GPT-4 Turbo. Ils ont aussi mis à disposition des embeddings pour baisser certains prix, tout ça. Enfin bon voilà, en ce qui concerne GPT-5, parce qu'évidemment je suis sûr que la question vous taraude, eh bien, il y a de fortes chances qu'il soit en cours d'entraînement en ce moment même dans les data centers d'OpenAI. Alors, pour étayer cette hypothèse que je ne fais pas complètement en l'air, mais pas loin, 2 tweets. Un de Greg Brockman, qui a annoncé un stress test sans précédent le 25 janvier, et une réponse de Jason Wei, aussi d'OpenAI, qui a dit « Il n'y a rien de plus excitant que de lancer une phase d'entraînement massive sur GPU. » Bon, chacun son kiff, pas de jugement, mais j'ai tendance à être d'accord et ça m'inquiète un petit peu. Cela dit, vous attendez pas à avoir droit à un GPT-5 avant un bon moment. GPT-4 a pris plus de 3 mois du coup d'entraînement. Et après cette phase, il y aura le boulot des contrôles de sécurité avec les Red Teams, donc des équipes qui vont challenger le programme, le modèle, ils vont le pousser à être méchant et puis ils vont voir si ça réussit. Ces équipes ont été constituées en décembre dernier. Cette phase pourrait elle-même durer des mois, d'ailleurs peut-être 6 mois, comme ça a été le cas pour GPT-4. Donc GPT-5 pourrait arriver en octobre-novembre à ce train-là. Bon, rien n'est sûr, mais de toute façon, OpenAI pourrait aussi sortir des versions préliminaires de GPT-5, si elles se comportent bien, puisque bon, l'entraînement ne se fait pas d'un seul tenant, ça ne fait pas d'un seul coup, il y a des étapes, il y a des sauvegardes régulières de l'état du réseau à certains points d'entraînement, quoi. Donc voilà, des checkpoints, où on sauvegarde l'état du modèle tel qu'il est en cours. Donc c'est des sauvegardes qui donc, peuvent elles-mêmes être utilisées, c'est des modèles qui sont pleinement fonctionnels, qui sont pas terminées, mais qui sont pleinement fonctionnelles, et donc du coup, ils vont probablement les tester elles-mêmes, et puis si elles se comportent bien, peut-être que ça va servir à fabriquer des GPT 4.5 ou des choses comme ça. Brockman a déjà dit qu'OpenAI s'orientait vers des sorties plus incrémentales de leur modèle, donc ce serait pas du tout étonnant qu'on ait ce genre de choses. En ce qui concerne l'architecture et les améliorations, bon, en plus de bouffer sans doute, toujours plus de données de meilleure qualité, il n'y a rien de certain. On suppose que GPT-5 pourra avoir un comportement plus agentique, c'est-à-dire qu'il pourrait réfléchir plus longtemps avant de répondre pour être plus fiable et éventuellement avoir des capacités de planification développées. C'est des choses qui tourne plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de répondre, quoi. Voilà, ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vrai que les modèles ont tendance à réfléchir du tac au tac, quoi, à répondre du tac au tac. Voire même ils réfléchissent en parlant. Ils sont capables effectivement de réfléchir en parlant, mais quand ils réfléchissent en parlant, en général, à la fin, ils arrivent assez souvent, en moyenne, à une conclusion qui est meilleure. Du coup, ça coûte plus de calcul, parce qu'il faut sortir plus de tokens, mais tu obtiens aussi des résultats qui sont potentiellement de meilleure qualité. Donc on pourrait éventuellement organiser ce genre de truc. On en a déjà parlé plusieurs fois, puisque ça rejoint un petit peu ce que fait DeepMind aussi, quand il envoie plusieurs types de réponses et qu'il fait le tri après par d'autres moyens, etc. Bon, on avait parlé de plein de trucs. Bon, écoute, pour l'instant, vraiment, on n'en sait rien sur GPT-5, donc je ne peux pas me prononcer. Mais c'est vrai qu'il est temps qu'OpenAI se bouge, quand même, parce que mine de rien, la concurrence ne reste pas les bras croisés. Mardi dernier, sortait le dernier des modèles open source de Meta, qui est donc le code Llama à 70 milliards de paramètres. Et ce code Llama, il est open source, il est tout à fait... Alors vous pouvez l'utiliser totalement gratuitement tant que vous avez moins de 700 millions d'utilisateurs, même de manière Pour l'instant, commerciale. ça va, moi, perso. Ouais. Donc nous, ça pourrait aller, je pense, il n'y a pas de souci. Sinon, il faut demander à Meta. On est juste, quand même. Ouais, tout juste. Tout juste. Faudra compter, on vérifiera. Et ce qui est intéressant dans le code Llama, c'est que à 70 milliards, le plus gros poids lourd, c'est qu'il se permet de dépasser GPT-4 en efficacité pour écrire du code. Ce qui est quand même assez remarquable, c'est symbolique même, parce que pour le moment, les modèles open source sont tous en dessous de GPT-4 en termes de qualité. En voir un modèle qui arrive à le défier, c'est une belle réussite, même si c'est que sur un domaine vraiment spécifique. Alors c'est un gros truc. C'est 70 milliards de paramètres, c'est lourd, il y a peu de gens qui ont des GPU capables de l'accueillir, enfin ça doit rentrer sur 4090 en version compressée, donc vraiment c'est pas forcément tout le monde, quoi. Mais bon, voilà, Code Llama donc fait suite évidemment aux versions 34, 16 et 13 et 7B qui sont sorties l'an dernier, qui ont été abondamment customisées dessus. Il y a aussi des fine-tune renommés comme Find d'ailleurs, de Code Llama, Find avec PH. Puis il y a aussi des outsiders comme les modèles DeepSeek qui sont très efficaces pour leur taille. Et bon, toute nouvelle, toute fraîche, toute fraîche, à l'époque où on enregistre, mais bon, peut-être que ce sera moins frais quand vous l'écouterez, il y a un modèle mystérieux qui vient de sortir, qui s'appelle MIQ, M-I-Q-U, et qui est probablement une fuite de chez Mistral. C'est un modèle qui fait 70 milliards de paramètres, et qui est extrêmement puissant, et qui a des sorties qui sont extrêmement proches de celles de Mistral Medium. Donc il est possible que MIQ soit une version de Mistral Medium. Et bon, même si pour l'instant il n'y a absolument aucune information dessus, il a été balancé comme ça, quoi. Mais de toute façon, il y a
Enfin, dans le monde, il y a peu de gens qui sont capables d'entraîner un truc de ce calibre. 70 milliards de paramètres, c'est beaucoup. Arriver à ce niveau de qualité, c'est vraiment pas facile. Donc, si tu veux, le nombre voilà, c'est les usual suspects, quoi, qui vont être, tu vois, les possibilités sont pas non plus énormes. Mhm. Donc, Nick pourrait être une fuite de chez Mistral. Alors, est-ce que c'est une fuite intentionnelle? Est-ce qu'ils avaient l'intention de libérer Mistral Medium ou pas? Bon, mystère. Si c'est pas le cas, c'est vrai que c'est quand même un souci, quoi, mais ça veut dire aussi que en open source, enfin en tous les cas, Nick, il est pas très loin de GPT-4 parce que Mistral Medium est donc un modèle qui est de très très haut niveau aussi. Donc ça bouge pas mal du côté de l'open source en ce moment, et voilà, on va se continuer à suivre ça. J'ai posé la question à Copilot. Est-ce que parfois, je le fais tourner avec GPT-4, est-ce que parfois t'as pas un peu la flemme? Et puis il me répond, non, je n'ai pas la flemme, je suis toujours prêt à vous aider et à vous divertir, smiley qui sourit. Par exemple, je peux vous écrire un poème sur le sujet de votre choix. Voulez-vous essayer? Si oui, dites-moi un thème. Bah, calme-toi. Il est un peu énervé. Mais tu trouves pas qu'ils sont atrocement bavards? Moi, ils me saoulent. Ils sont, en fait, je les imagine drogués un peu, tu vois, ou tu vois, ils ont bu trop de café. Personne ne parle comme ça. Arrêtez, quoi. Bien sûr comme ça. Calmez-vous. C'est pas impossible, effectivement. On va continuer avec un sujet qui n'est absolument pas radiophonique, mais qui est pour autant bluffant, c'est la restauration d'images, Guillaume. Oui, on fait une petite revue de presse, voilà, comme souvent, dans les suppléments en particulier, sur des nouveaux modèles de deep learning avec des applications directes et disponibles directement, et hallucinantes avec l'image, là en l'occurrence, et on commence avec Supir. Supir qui est un outil d'upscaling / amélioration d'image quasi magique à ce niveau-là, c'est pas juste Supir, c'est magique. Et alors, parce que Supir fait le pont entre l'upscaling et la génération. Oui, le pont des Supirs, bien entendu. Tout ça. D'ailleurs, à ce propos, petit trivia désuet, on associe le pont des soupirs aux amoureux. Tu sais, c'est les amoureux qui soupirent comme ça sur le pont. Et ben c'est une erreur. À l'origine, les soupirs, ce sont ceux des prisonniers qu'on amenait devant le juge et qui passaient par là pour aller au tribunal. Et donc ils soupiraient sur leur liberté perdue. C'est de là que ça vient, le pont des soupirs, en fait. C'est moins romantique, mais c'est plus drôle pour le coup. Donc c'est gratuit. La prochaine fois que vous serez dans un cocktail, vous pourrez sortir des trucs comme ça. Et bon, ici c'est les soupirs de soulagement de tous ceux qui se désespèrent d'avoir des photos toutes pourries et qui datent de 2002, qui vont pouvoir les transfigurer littéralement. Parce que Supir peut vraiment prendre une photo dégueulasse, floue, bourrée d'artefacts JPEG et dont en faire une image 4K parfaitement nette. Évidemment, tous ces détails sont totalement inventés par l'IA parce que tout ça se repose en fait sur un modèle Stable Diffusion XL. Supir commence par encoder l'image d'origine, avec un modèle qui est spécialement entraîné pour être robuste contre les dégradations. C'est-à-dire qu'il encode un chat, même si c'est un chat très 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 dégradé, la pauvre bête. Et ensuite, Supir développe tout un tas de contrôles pour encadrer la génération d'images par Stable Diffusion. Donc le nœud est un modèle multimodal d'ailleurs qui décrit l'image et qui sert de prompt guide. Et puis après, il y a des contrôles nets qui doivent par exemple faire que la génération respecte les grandes lignes de l'image d'origine. Un petit peu comme quand nous, on utilise des contrôles nets comme des contrôles nets Cani, les trucs à silhouette, des silhouettes à respecter par exemple, avec des contrôles nets assez standards sur automatique ou configuré, c'est pour ceux qui ont déjà utilisé ce truc-là. Donc on imagine effectivement qu'il y a des contrôles nets à chaque étape pour encadrer la génération, pour faire des contraintes qui font que la génération va donner beaucoup plus de pixels et beaucoup plus de détails, mais que si on l'a dégradée, qu'on l'a ramenée à la résolution d'origine, elle serait très proche de l'image initiale en réalité. Et donc c'est vraiment spectaculaire, et c'est déjà dispo en open source, et ça repose en fait principalement sur SDXL et sur Lava, et sur leur clip, et sur leur sous-modèle. Donc c'est basé uniquement sur l'open source, c'est assez sympa. Bluffant sur ces usages. Est-ce que tu as des idées de vieilles images que tu voudrais restaurer comme ça, Steph? Alors de vieilles images, je sais pas, mais j'ai pris une claque comme j'ai rarement pris. Je sais pas si vous avez vu le site en question, mais les photos qu'il arrive à restaurer, c'est vraiment, il faut aller faire un tour 2 minutes sur le site. Mais une énorme claque, une énorme claque. Surtout qu'en plus, il le compare à un modèle que j'ai dû développer dans le cadre d'études, bref, et modèle qui date de 2018, qui déjà fournissait des résultats qui étaient pas dégueulasses. Là, enfin, c'est spectaculaire. Enfin, honnêtement, c'est à pleurer. Vraiment, faut aller voir. Excellent. Effectivement, le avant-après est assez bluffant. Allez cliquer sur Supir dans les notes de l'épisode. Et puis, on continue, Guillaume, sur les modèles. Oui, puisqu'on y est, on peut aussi mentionner cette recherche qui est cofinancée par Autodesk. Autodesk, un grand nom de la CAO et de la 3D,
dont on Oh entend oui. un petit peu moins parler ces temps-ci, et qui, avec des chercheurs donc, de l'université de Hong Kong, ont mis au point MakeShape, qui est un générateur d'objets en 3D. Donc on peut les créer à partir de textes ou d'images de référence, ou même de nuages de points en 3 dimensions. Donc, hein. MakeShape a été entraîné sur 10 millions d'objets 3D, et il utilise une technique originale, puisqu'il ne génère pas directement les sommets de l'objet, on pourrait imaginer comme ça qu'il génère les sommets, ou alors des trucs, enfin des faces, ou ce genre de trucs. En fait, il utilise une technique un peu différente qui s'appelle les ondelettes. Et c'est rigolo, les ondelettes. Les ondelettes, d'ailleurs, ça sonne comme omelette. C'est appétissant comme truc. Comme Christophe Ondelat. Comme Christophe, oui, mais moi, je préfère les omelettes. Le principe des ondelettes, c'est de représenter les trucs sous format multi-échelle. Les ondelettes, c'est ça en fait. Hein. Les ondelettes, c'est une représentation multi-échelle. Donc on peut en représenter ce qu'on veut, d'ailleurs, pour le coup, on peut représenter une image, du son, aussi en 3D, enfin ce que tu veux. Mais ce que tu fais, c'est que tu le représentes par raffinement successif. Donc voilà, tu peux imaginer une image, par exemple, tu commences par une image, tu commences par la décrire avec des formes vagues de grande échelle, donc les plus grosses formes comme ça, donc tu peux imaginer des taches qui forment les premières silhouettes de l'image, et puis après, tu passes à des formes un peu plus fines, à l'échelle moyenne, et puis ainsi de suite, jusqu'à la limite de la résolution que tu te donnes, quoi. Comme ce sont des formes, en fait, donc c'est des formes, alors je dis c'est des formes, c'est assez vague, mais tout simplement parce que ces formes, vous pouvez les choisir. Ça dépend de ce qu'on appelle la base d'ondelette que vous choisissez. Donc ça peut être des trucs plus carrés ou des trucs plus doux, ça dépend, c'est vous qui voyez selon le boulot. Alors évidemment, certains se diront que quand même, ce truc, cette histoire de multi-échelle comme ça, où on fait des trucs avec des raffinements de plus en plus petits, ça ressemble quand même pas mal à une décomposition de Fourier, ce truc-là, et c'est tout à fait vrai. Mais le gros avantage, c'est qu'on fait un peu pareil, finalement, que dans une transformation de Fourier, mais on n'est pas prisonnier d'un seul type de fonction. Parce que pour Fourier, il n'y a que des fonctions de trigo, hein, dans le cas de Fourier. Là, non, voilà, vous avez des fonctions de forme assez libre qui vous permettent une plus grande flexibilité, et puis ça permet aussi d'ailleurs d'aller plus vite, parce que vous pouvez avoir des fonctions assez simples finalement, et en les composant comme ça, vous avez une représentation un peu fractale de votre image. Et bon, tout ça, ça marche aussi en 3D, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Et donc tout ça pour dire que MakeShape, il fait un petit peu comme Stable Diffusion, donc il va générer à partir du bruit, hein, pareil, il va débruiter un truc, mais au lieu de le faire, disons, au niveau des pixels, il va le faire au niveau ondelette. Donc en fait, il va le faire échelle par échelle. Donc il fait pas tout d'un bloc quelque part, mais il va générer comme ça, il va générer des raffinements qui sont des raffinements échelle par échelle. Donc ça donne une génération qui est en général plus précise justement sur les détails fins, et ça singularise la méthode et ça la rend assez convaincante vraiment, puisque on peut avoir des objets avec des petits détails vraiment bien assez précis. Et donc on imagine que ce genre de truc va très vite intégrer les logiciels Autodesk, hein, qui lui aussi est en train de prendre le virage de l'IA un petit peu comme tout le monde. Et puis bon, pour finir, on peut parler de RPG Diffusion, RPG Diffusion Master même, qui dernier un nom un petit peu bizarre, quand même, poursuit un but noble, hein, qui est celui de donner encore plus de contrôle pour la génération d'images. Parce qu'aujourd'hui, avec un générateur d'images un peu doué, c'est pas très difficile de faire une belle image avec beaucoup de détails, mais le plus souvent, ces détails sont rajoutés et imaginés par le modèle. Tu contrôles pas forcément tout, tu contrôles pas forcément précisément la composition de ce que tu fais. En gros, tu peux faire des images complexes, mais pas forcément avec intentionnalité. Et c'est aussi parce que même DALL-E 3 n'arrive pas à comprendre les prompts qui sont vraiment très complexes. Il donne un exemple, donc il donne un exemple de génération, et cet exemple, donc le prompt, c'est un beau paysage avec une rivière au milieu, la gauche de la rivière est en soirée et en hiver, avec un grand iceberg et un petit village, tandis que des personnes patinent sur la rivière et d'autres font du ski. La droite de la rivière est en été, avec un volcan le matin et un petit village, tandis que des personnes jouent. Je veux dire, mis à part décrire la forme des poils de nez des mecs qui skient, je veux dire, tu vois, on est quand même à un niveau de détail qui est déjà très très impressionnant. Et bon, tu peux essayer de filer ça à un générateur normal, hein, de Stable Diffusion ou DALL-E, tu lui donnes ça, il n'y arrivera pas. Clairement, il va pas y arriver. Il fera un truc qui sera approchant par certains côtés, mais il cochera jamais toutes les cases. Alors que RPG Diffusion machin, lui, il coche toutes les cases. Donc ça ouvre la voie à des générations avec des compositions complexes et précisément contrôlées. Et comme on peut s'en douter, c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Hein, ça, évidemment, parce que ça demande de prendre le prompt d'origine, donc le paragraphe de texte que je viens de vous lire en fait, hein, et puis de réfléchir dessus, à comment le réaliser, et comment le décomposer en une suite de prompts plus simples, qui seront régionalisés. Donc on déduit des sous-prompts avec un découpage de l'image, sur laquelle on fera une diffusion région par région, avec les prompts qu'il faut pour chaque région. Après on va fusionner tout ça. RPG se base donc lourdement sur les capacités de raisonnement et de planification d'un modèle de langage, un modèle de langage assez performant, pour élaborer le plan. Une fois que l'image est générée,
donc ce plan, comme j'ai dit, hein, c'est un plan en étapes, et puis après il va faire la génération région par région, là, qu'est-ce qui se passe en haut à gauche, en haut à droite, etc. Et puis après, une fois qu'il a fait cette description, une fois qu'il a pondu une image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner cette image à un modèle multimodal, qui va l'observer, qui va la décrire, donc il va la décrire sous forme d'un prompt, on va faire le truc inverse si vous voulez, et ce prompt, on va le comparer au prompt d'origine, pour voir s'il a tous les points du prompt d'origine. Et ça aussi, c'est une tâche d'analyse de langage naturel. Donc en gros, on automatise des tâches de haut niveau. Parce que finalement, si on voulait faire ça, on pourrait le faire à la main. Avec Comfy, vous pouvez faire ce genre de truc à peu près. Vous pouvez régionaliser comme ça, c'est possible. Mais il faut le faire à la main, et c'est complexe. Et là, ce que vous faites, c'est que vous automatisez des tâches qui sont des tâches d'assez haut niveau. Et ça, pour ça, on empile de multiples modèles d'intelligence artificielle qu'on fait bosser ensemble. Le résultat est très impressionnant. Alors bien sûr, évidemment, c'est pas gratuit. Faire tourner toutes ces IA, ça nécessite beaucoup de puissance. Parce que, à chaque fois, c'est des modèles assez gros qu'il faut faire tourner les uns après les autres, etc. Rien n'est gratuit, ma pauvre dame, mais vous pouvez avoir des générations ultra précises. Je ne sais pas si ça t'inspire une réaction, Steph, et surtout aussi au passage, est-ce que tu avais suivi les propositions de Samsung pour le Samsung Galaxy S24 ? Je ne sais pas si tu avais regardé ça aussi. J'avais un petit peu suivi effectivement celle de Samsung pour la simple et bonne raison que j'ai fini par craquer pour un Samsung. J'avais pas ça du tout à l'époque. Et tout le monde a fini par me convaincre. Cool. Voilà. Donc j'ai un S23 Ultra que j'ai eu à beaucoup moins cher que prévu, puisque je l'ai eu vers la fin de sa commercialisation, mais ça avec des guillemets. Je suis impressionné de la qualité de ce produit. C'est incroyable. Alors ça coûte cher, très clairement, mais je trouve que la qualité de l'écran est dingue, la qualité même du logiciel, c'est extrêmement peaufiné. Quand je vois à quel point Apple verrouille un petit peu tout ce que tu peux faire avec l'OS, là, c'est les capacités de customisation, elles sont faramineuses. Et surtout, oui, donc du coup, j'ai suivi le S24, enfin en tout cas la présentation. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait eu de gros changements. En tout cas, ça me convainc dans le fait que j'ai fait probablement le bon choix sur ce que j'ai acheté là. Et je pense que les gens qui hésitent à se l'acheter, moi j'aurais plutôt tendance à leur dire achetez celui de l'année dernière. A priori, il fait quasiment les mêmes choses, quoi. Il y a en moins. Surtout si Samsung confirme l'intention de mettre à disposition les fonctionnalités d'IA dans le S23, comme ça a été un petit peu annoncé, à voir sous quelle proportion. Mais Guillaume, toi, tu voudrais mettre quelques réserves sur ces éléments différenciants du Samsung Galaxy S24 autour de l'intelligence artificielle, justement. Bon, oui et non, mais c'est juste une petite news pour dire que ça aurait été assez vite en réalité, puisque une partie des fonctions IA dont on avait parlé effectivement lors de la sortie du S24, de son annonce, ont été annoncées pour le Pixel 8. Et donc déjà, le fameux Circle to Search, là où tu entoures ce que tu vas chercher à l'écran, ça va venir. Et puis aussi le Magic Compose, qui permet donc de reformuler un message texte de manière plus ou moins délire, fonction dont j'ai découvert qui était aussi disponible sous Skype. Bon, écoute, elle est partout. Une fonction qui sera offline pour les Pixel 8, donc ça sera fait en local, puis qui sera cloud pour les Pixel 6 et 7. Donc il y aura aussi l'arrivée des photomoji sur l'application de messagerie, un truc que je connaissais pas d'ailleurs, et qui permet apparemment de transformer des photos en réaction. Moi, je n'ai pas regardé plus que ça, je vous avouerai. Mais au-delà de ça, la mise à jour d'ailleurs permettra aussi d'utiliser le thermomètre du Pixel 8 pour prendre sa température avec un niveau de précision compatible avec un usage médical, d'après Google. Alors ça n'a pas l'air de faire l'unanimité, mais moi je trouve ça super utile en fait, un thermomètre dans un téléphone, et je comprends pas pourquoi ça n'a pas tous déjà un, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais je trouve qu'un thermomètre c'est cool. Enfin bon. On est entièrement d'accord. T'en vois une utilité pratique au quotidien ? Prendre sa température ? Oui, d'accord, mais je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche de prendre ta température avec un vrai thermomètre plutôt que de sortir ton téléphone pour faire ça ? Non, mais pour savoir, je sais pas, pour savoir combien il fait dans la pièce, ne serait-ce que. Dans ce sens-là, tu veux dire prendre une température de façon générale, pas forcément sa température à soi, quoi. Ouais. Oui, ça peut être utilisé de manière médicale, mais aussi non médicale. Tu peux avoir la température de ton café si tu veux, je pense. Effectivement. Sur l'article, j'ai vu qu'apparemment ils auraient eu l'autorisation de la FDA pour ça. Donc j'imagine qu'effectivement les mesures qu'ils doivent faire doivent être a priori sérieuses. Et oui, bien sûr, dans quelques années, Steph, tu sortiras ton Samsung Galaxy S23 qui aura été actualisé. Alors non, pas S23 parce qu'il faut des capteurs peut-être spécifiques, j'en sais rien. Enfin bon, pour prendre la température de tes patients. Bon, on va mettre de côté cette rubrique autour de l'IA, mais pas tout à fait en fait, et encore moins aussi sur la logique de la mettre à disposition dans nos smartphones, parce que Guillaume, tu voudrais t'attarder un petit peu sur
la stratégie qui semble se dessiner du côté d'Apple pour la mise à disposition d'intelligence artificielle. Oui, on va parler d'appareils, mais encore un petit peu d'IA aussi avec Apple qui semble se focaliser justement sur des modèles plus petits, capables de tourner sur le mobile, sur l'appareil lui-même, qui nécessite donc a priori pas de connexion Internet. En octobre dernier, ils ont mis en ligne Ferret, donc un petit furet qui est en fait un petit modèle multimodal de taille très réduite, 7 et 13 milliards de paramètres, des tailles qu'il faut rapprocher à des modèles open source comme Lava d'ailleurs ou Mini GPT-4, qui sont compatibles avec des usages donc Edge, c'est-à-dire d'usage sur l'appareil, qui sont donc très efficaces pour leur taille, évidemment, comparé à leur taille. Il y a quelques semaines, je me souviens aussi que les ingénieurs Apple avaient publié un article sur une méthode capable de faire tourner des modèles de langage sur un iPhone qui était trop gros pour leur RAM. Bon, ils utilisaient une méthode ultra optimisée qui tenait compte des débits et des latences du SSD intégré pour aller plus vite. Donc en fait, évidemment, tu peux te dire, on lit les couches du SSD dont on a besoin, et puis c'est tout. Mais si tu fais ça, ça va vraiment pas vite, parce qu'ils ont fait tourner un modèle à 7 milliards de paramètres, comme un Falcon 7B, qui est d'ailleurs au passage 2 fois trop gros pour la mémoire de l'iPhone, et ils arrivaient donc à 3,1 secondes par token pour une approche brutale, et 700 millisecondes pour une approche qui était beaucoup plus fine, donc il y a vraiment un énorme différentiel. 700 millisecondes par token, c'est trop long, ça fait une seconde par mot quasiment, c'est beaucoup trop long en moyenne. Ah oui. Mais ça reste quand même une belle prouesse, et puis surtout, ils ont des résultats avec le GPU qui sont vraiment prometteurs, donc est-ce qu'ils ont en ligne de mire une exécution en local d'une variante de leur furet, par exemple, dont la taille est proche de ce truc-là? C'est pas exclu du tout, même si ça se voit pas trop encore. Apple est en pleine course contre l'IA, parce qu'il a quand même racheté 21 boîtes du secteur ces 6 dernières années, dans un peu tous les domaines, y compris la compression vidéo par IA. Et la moitié des offres d'emploi d'Apple en ce moment incluent le terme deep learning. Donc on sait bien que chaque génération de processeurs quelque chose est plus puissante qu'avant au niveau de ce truc-là, avec ces NPU qui sont censés accélérer ce type d'algo-là. Donc il va bien falloir que ça finisse par servir à quelque chose, tout simplement. Donc on attend beaucoup de la prochaine WWDC, qui devrait nous dévoiler iOS 18, et on s'attend à ce qu'il arrive avec plein de fonctionnalités IA lui aussi, dont probablement une refonte de Siri dopée au LLM, ce qui serait assez logique. Donc on verra au mois de juin, c'est la belle saison, et puis c'est la saison du WWDC. Quelle belle période, on a d'y être. Merveilleux, on va continuer aussi avec une annonce de la part d'Elon Musk, je le disais en intro, avec Neuralink, qui annonce fièrement avoir pucé un humain, Guillaume. Oui, une news rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Elon Musk a confié sur X que le premier patient humain avait reçu son Neuralink, l'interface neurale préférée des cochons et des singes. Il n'est pas encore mort, il se remet doucement, et ils ont déjà capté des trucs. Les candidats ont pu se présenter dès l'automne dernier. Rassurant. Et pour avoir droit à son implant, il fallait être tétraplégique à cause d'un problème de moelle épinière ou à cause d'une sclérose amyotrophique latérale. Le but de l'expérience pour le moment n'est pas de refaire marcher les patients du tout, attention, c'est plutôt de leur permettre d'utiliser un ordinateur par la pensée, L'interface remplaçant une souris et un clavier, ça serait déjà pas mal. Des choses qui se sont d'ailleurs déjà faites par ailleurs, mais ce serait évidemment, il faut commencer quelque part. On n'a pas vraiment de détails pour le moment, plus que ça, en tout cas moi j'ai pas vu. En tout cas, il se remet bien. Enthousiaste, j'imagine, le champ de la recherche dans ce domaine-là, Steph, doit être énorme. Ah oui, plus qu'enthousiaste, là j'ai les étoiles dans les yeux et tout ça. La SLA dont tu parlais, la sclérose latérale amyotrophique, c'est la maladie dont souffrait sa maladie de Charcot, c'est la maladie dont souffrait Stephen Hawking. D'accord. Donc faut quand même se dire que si on est capable de réparer ce genre de tort avec ce type d'implant, moi ça me fait plus que rêver, puisque évidemment on arrivait à alors c'est encore très actif la recherche là-dedans, mais on arrivait un peu à un plafond de verre là, donc là ça serait quand même le moyen d'exploser le plafond et d'aller aider des gens qui sont en grande souffrance. Donc non, je suis très 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 enthousiaste, oui. C'est probablement parmi les beaux succès qu'on peut entreapercevoir peut-être à l'avenir avec la technologie et des belles évolutions. Donc on s'en réjouit. Plus modeste sur l'enthousiasme sur la vie humaine, mais malgré tout une belle prouesse, la caméra qui permet, Guillaume, de restituer fidèlement, a priori, on demande à le prouver, ce que voient les animaux. T'as qu'à leur demander aux animaux, tu verras. Moi, j'ai demandé à mon chat, il m'a pas répondu encore. Non, mais ça, c'est parce que c'est un chat, les chats, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Il me snob un peu, je reconnais. Oui, alors c'est vrai que j'ai trouvé le sujet idéal pour le podcast, puisque je vais parler d'un couple caméra-algorithme qui permet de voir comme les animaux et les insectes, que ce truc est totalement visuel et qui passe donc superbement à l'audio.
Alors quand je dis comme les animaux, ça dépend de la bestiole, hein. Elles sont toutes différentes, voient dans des longueurs d'onde différentes de nous, et peuvent être sensibles à la polarisation de la lumière, tout ça, tout ça. Donc les chiens voient pas juste en noir et blanc en réalité, hein. Les insectes voient pas non plus trop simplement comme ça. Ils peuvent voir les UV par exemple, tout ça est compliqué. Et on voulait voir comment les animaux plus précisément voient et surtout comment ils voient les choses en mouvement aussi. D'où une caméra qui filme en 4 couleurs, rouge, vert, bleu et UV, et c'est ensuite passé dans un algorithme qui, compte tenu de ce qu'on sait sur les photorécepteurs de notre animal favori, transforme ça en fausses couleurs pour donner une idée de comment la bête perçoit le monde. Alors pour chaque animal, on a un profil différent. Une abeille par exemple voit les fleurs de manière très vive, même si la scène est quasi monochrome par ailleurs. Et en fait, il voit des trucs pas comme nous. Par exemple, on voit un gars se mettre de la crème solaire, et si pour nous c'est quasi invisible, c'est absolument évident pour une abeille qui le voit comme une sorte de peinture jaune sur le bras. Donc il y a plein de choses qui sont invisibles pour nous, hein, comme l'irisation des ailes de papillon, qui les rend impossibles à rater dans le feuillage d'ailleurs, puisque c'est des choses qui clignotent, en fait tu peux pas les rater. Donc c'est quand même très utile si t'es un autre papillon qui cherche un... Enfin, vous voyez quoi. Et donc si on a les bons photorécepteurs, en tout cas, voilà, on voit aussi par exemple que le ciel, comme les oiseaux par exemple, voient le ciel non pas bleu mais violet. Enfin, ils le voient ultraviolet en réalité, parce que même si nous, on le voit pas, le ciel émet plus d'ultraviolet que de lumière visible. Enfin, que de couleurs visibles. Donc la couleur du ciel, elle est principalement ultraviolette. Et pour beaucoup d'animaux, ils le perçoivent. Pour une abeille, les motifs et la couleur d'une chenille sautent aux yeux, alors que pour nous, c'est un gros vert blanc dégueulasse. Donc il y a quelques exemples dans l'article d'Ars Technica, mais il y en a beaucoup plus d'autres. Il y en a plus dans l'article original, donc voilà, qui est mis en référence à la fin de l'article. Il faut faire défiler, vous aurez plein d'autres exemples. On voit comment divers animaux, même on voit les arcs-en-ciel aussi, ce qui est assez joli. Et voilà, un petit peu de poésie dans ce monde froid et technique. Oh, c'est beau. Et je me rends compte que les chats voient de manière très fadasse. Hein. C'est nul. C'est nul d'être un chat. Avec quoi tu écoutes de la musique, Steph? Est-ce que tu es team sans fil, team fil, team... comment on appelait ça? Les casques qui se posent là, à conduction osseuse? Circumorale. Oui. Ah oui, les conductions osseuses aussi, oui. Ouais, conduction osseuse, ouais. C'est quoi Alors, à la base, j'ai toujours utilisé des intra-auriculaires, mais plutôt filaires à la base. Et puis, depuis que il y a plus de filaires, j'écoute plus de musique. C'est temps. Maintenant, j'utilise les Sony, tu sais, intra-auriculaires qui bloquent le son, là, les MX5 ou je sais plus leur. Ok, réduction de bruit actif. Ouais, okay. Ça c'est vraiment mon kiff ça. Je trouve que c'est d'une qualité remarquable. Moi, ça me manque les fils. Guillaume, est-ce que ce serait pas bientôt le retour des fils? Ça fait un petit moment que tu nous en parles d'ailleurs. Mais ils vont revenir en force, les écouteurs filaires, évidemment, voilà. Et les gens vont enfin arrêter de jeter leur casque tous les 2 ans. Non, certainement pas. Je prends mes désirs pour des réalités. Hein. Ça, c'est comme les canettes de soda Rickless à la menthe. Hein. Vous vous souvenez, non, les soda Rickless, le soda Rickless, les boîtes. Évidemment. Le glou-glou qui fait glagla. Hein, non, il n'y a pas que moi, quand même. Bon, non. Je confirme. confirme. Hein. C'est pas jeune du tout, si je puis me permettre. Ah, c'est les années 90. C'est les années 90, enfin. Et on espère toujours que ça reviendra, mais bon, en vain. Alors que les Yes, oui. Voilà, les barres chocolatées. Vous vous souvenez des Yes aussi? Bien sûr, avec les Red Air. Eh ben oui, quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur un site qui en propose à la vente. Voilà, ces trucs beaucoup trop sucrés des années 90, d'ailleurs, il y en a plein d'autres. Donc oui, ils proposent des Yes en vente, incroyable, ça te produit encore. Ou alors ils datent tous de 92, c'est des vieux stocks, je sais pas. Je sais pas. Alors, vous pouvez tenter, hein, voilà, le lien est dans le note de l'émission, d'ailleurs c'est cadeau, hein, c'est ça aussi Tech Café, c'est le partage de cholestérol. La générosité. Mais oui, en ce qui concerne les casques filaires, il y a tout de même un espoir que ça revienne comme un objet de niche, avec un DAC. Alors un DAC, c'est un convertisseur analogique numérique. Et c'est un petit boîtier que connaissent bien les audiophiles qui permet de décoder une musique en haute définition et d'écouter via des casques donc certifiés de la musique HD, de la musique haute résolution avec des taux d'échantillonnage très hauts et des compressions très faibles, voire nulles d'ailleurs. Et pour Apple Music, ça veut dire d'ailleurs du 192 Hz en 24 bits, et un tel flux est envoyé dans le DAC qui décode et amplifie ça et vous le fait écouter dans votre casque ou vos haut-parleurs. En général, des modèles très chers et haut de gamme. Enfin, pas forcément d'ailleurs, mais bon. Et bon, coup sur coup, voilà qu'on sort 2 modèles, qui sortent de 2 modèles, qui s'appellent le QuestStyle NHB12 et le iDees ST2 Pro, qui sont des casques Lightning pour iPhone, qui intègrent directement le DAC, comme une sorte de pendentif entre les 2 fils qui partent à vos oreilles. Là, vous avez un petit boîtier, et ce boîtier est un DAC directement, donc ce sont des casques filaires qui ont un DAC intégré et un ampli donc intégré. Tout ça en miniature, qui se branche comme au bon vieux temps, mais en Lightning, hein. Et donc voilà, ça permet de condenser tout ce petit matériel audiophile là directement dans un petit truc. C'est beaucoup plus pratique évidemment quand on sort. Voilà, l'audio HD est-elle le salut des casques filaires? Allez savoir peut-être.
Il y a la version USB-C aussi, hein, puisque en plus les derniers iPhones étant USB-C, j'imagine que voilà, s'adapte aussi à tout ça. On va continuer avec les puces, Guillaume, et je sens que tu vas encore nous reparler de matériaux exotiques pour la fabrication des puces. Ben oui, comme en réponse à la news de la semaine dernière sur l'épigraphène comme remplaçant du silicium, qui nous pousse à rêver de processeurs à 200 GHz, il y a une recherche du NETL, le National Energy Technology Laboratory, qui nous donne un espoir d'avoir un substrat isolant pour aller avec. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir un semi-conducteur super génial, mais il faut encore savoir où le poser. Et en général, on veut le poser sur un isolant très isolant, et dans le cas du graphène, un isolant très plat. Parce que notre épigraphène, de la dernière fois là, comme d'autres candidats d'ailleurs en semi-conducteur à base de graphène, ou même d'autres candidats en 2D en général, c'est le truc qui a une forme très particulière puisque c'est tout plat. Mais genre vraiment très très plat, en fait c'est une feuille de carbone d'un seul atome d'épaisseur, donc c'est une feuille de carbone où le carbone est très très bien rangé, c'est un cristal mais en 2 dimensions, et c'est comme une nappe. Et si tu mets une nappe sur une table et que tu oublies une fourchette dessous, tu vas l'avoir la fourchette immédiatement. Donc si t'as un isolant qui est pas super ultra plat, et qui a des bosses et des creux un petit peu partout, quand tu mets la nappe de carbone par-dessus, ça fait des plis. Et ça, c'est pas bon les plis. Comme on parle de nappes qui font un atome d'épaisseur, les bosses et même les plus petites des bosses vont se voir et vont se ressentir. Alors comment tu fais ? On aimerait, pour aller avec un semi-conducteur 2D, avoir un isolant 2D aussi. On met notre nappe sur une autre nappe en réalité de manière différente et de matière différente, et donc voilà, on a. Et ça, le pire de tout, c'est qu'on sait à peu près le faire déjà. On sait fabriquer ce genre de truc, mais c'est très compliqué. Et c'est là que les recherches du NETL arrivent et font fort, puisqu'ils ont réussi à créer un isolant 2D qui soit facile à faire et qui utilise comme matière première du charbon. Donc c'est quand même pas trop cher. Et en fait, on dirait pas comme ça, mais le charbon, c'est riche en microstructures, en structures microscopiques vraiment toutes petites. Et donc, ils ont pris du charbon, quasi normal, quoi. Ils l'ont un peu propre, mais bon, du charbon. Ils l'ont moulu très 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 fin, et puis ils l'ont mis en suspension dans un liquide, et après ils ont fait des dépôts sur des films minces comme ça. Et ça a permis de créer des structures comme ça qui sont ultra plates, ultra fines, et qui sont cristallines. Donc c'est un candidat qui est très prometteur pour avoir enfin une solution complète finalement pour le successeur au silicium, parce qu'on a le semi-conducteur, on a l'isolant qui va dessous, maintenant il n'y a plus qu'à. Il faut encore quand même créer des composants nanoscopiques avec ce bordel, et créer après un circuit complet avec ce bordel. Donc on n'est pas arrivé, mais ça avance pas mal. Puis bon, de toute façon, après plus de 60 ans de bon loyaux service, le silicium est à bout de souffle. Bon, il bosse encore. Enfin, il est clairement en train de préparer tranquillement son pot de départ, et même sur ses heures de bureau, quand même. Donc il faut recruter des petits nouveaux, voilà, il faut passer le bâton, il faut du sang neuf, ça sert à rien de garder à toute force des gens plus longtemps pour allonger la durée de cotisation s'ils n'ont pas envie. Enfin, pardon, je crois que je m'égare. L'analogie avec une réalité politique est purement fortuite, vous l'aurez deviné. Parfait, très bien. Et puis, on va terminer cette rubrique, Guillaume, avec de la puissance de calcul décentralisée, pour remonter à quoi ? Les origines de la vie, c'est ça ? Exactement, oui. En attendant tout ça, faut se débrouiller à trouver des solutions pour faire ses calculs favoris quand même. Quitte à diviser le travail à l'extrême, et c'est ce qu'ont fait des chercheurs en exobiologie, c'est en sciences prébiotiques. Il semblerait qu'ils aient simulé des milliards de réactions sur des milliards de molécules pour étudier celles qui auraient une chance de mener à la vie, des molécules du vivant. Donc ils ont utilisé une grille de 20 000 CPU à travers un service qui s'appelle Golem, et qui est un site de partage de puissance de calcul. Donc Golem permet de louer de la puissance de calcul, tu peux en exploiter, donc voilà, la louer pour toi, ou tu peux en mettre à location, tu peux mettre en location ta propre puissance, tes propres processeurs, tu es rémunéré via une crypto qui sert de monnaie d'échange pour acheter et vendre de la puissance de calcul. Cette crypto, c'est le GLM, et c'est un token qui est maintenu sur Ethereum, donc c'est une blockchain proof of stake. Les calculs en question dont on parle, c'est pas des calculs qui servent à maintenir le réseau, pas du tout. C'est des calculs utiles qui sont demandés par des gens, des calculs scientifiques ou généralistes, qui peuvent être faits sur le réseau. Pour le coup, Golem s'est associé à Alchemy, qui propose des services de calcul pour la chimie et la vidéo de promo. Comment dire ? Ça sent le bullshit, quand même. C'est trop spectaculaire et beaucoup trop corporate, et c'est beaucoup trop peu technique et précis. Donc voilà, Golem explore l'origine de la vie, tout ça. Ouais. Ça sent le bullshit, mais bon, comme perso, j'y connais absolument que dalle en chimie, tout ce que je peux dire, c'est que l'idée de Golem, qui est de partager la puissance de calcul, et de matérialiser ces transactions, de quantifier ces transactions avec un token sur Ethereum, si ça marche bien et que c'est bien fait, c'est pas forcément idiot, d'ailleurs c'est un usage crédible pour une crypto, parce que le calcul décentralisé, c'est vieux comme SETI at Home ou Folding at Home, mais à l'époque, évidemment, c'était des bénévoles qui faisaient ça. Donc si tu veux organiser, systématiser, créer un marché quelque part pour ça, peut-être que c'est une idée. Bon, voilà. Moi, je connais pas du tout Golem,
C'est une découverte pour moi, donc je sais pas si quelqu'un connaît mieux pour creuser tout ça. Bon, bah, éventuellement, on est preneur. Parce que c'est vrai que, voilà, il y a pas énormément d'informations sur le truc, j'ai l'impression. T'as des billes en plus, Steph? Je sais pas si c'est un sujet Non, sur lequel t'es plus sensible. Non, pas non, du sur tout. la chimie, je suis pas beaucoup plus calé que Guillaume, hein, C'est malheureusement. presque rassurant. Parfait. Très bien. Merci. On continue et on termine avec une ultime rubrique pour ce supplément, à commencer par la modération sur X qui bat son plein, hein, qui est plus performante que jamais, ou vraiment la qualité des échanges et surtout la qualité des profils est vraiment meilleure que jamais, Guillaume, c'est ça? Bah écoute, les réseaux sociaux sont-ils toxiques, hein, dans le sens de déchets toxiques d'une usine de recyclage d'huile de vidange, par exemple? Parce que c'est un peu ce que déclare la mairie de New York. Le maire Eric Adams qualifie les réseaux sociaux de problèmes de santé publique. Ça concerne en particulier les plus jeunes, d'ailleurs, il y a un appel officiel à ne pas laisser les jeunes de moins de 14 ans utiliser les réseaux sociaux. Et il lance un appel à l'État fédéral pour agir et protéger les jeunes gens des pratiques prédatrices des grandes entreprises du secteur. Évidemment, au premier abord, on peut trouver ça un petit peu abusé, et puis on regarde ce qui se passe sur X, et puis là, ça devient moins évident que c'est abusé du coup. Parce qu'encore la semaine dernière, on remarque qu'un compte avec un macaron gold, réservé d'ordinaire aux organisations officielles, tiennent des propos, comment dire, qui peuvent faire débat. Mais en fait, ça fait pas débat du tout, puisque c'est un compte qui pose des vidéos d'Adolf Hitler, donc ça fait pas tant de débat que ça. Ça, c'est un truc qui s'appelle Defend Israel Now, qui pourrait s'appeler aussi Godwin Magazine, puisqu'il se présente comme un support à la Palestine, mais qu'en fait, c'est juste un média antisémite, hein, faut pas tout mélanger. Donc après une vidéo d'Hitler, par ailleurs, on trouve sur le compte des posts qui disent que Kissinger aurait tué plus de gens qu'Adolf, donc alors pourquoi démoniser Adolf? Je te demande, mais oui, pourquoi? Ou encore une comparaison entre Benjamin Netanyahu et Hitler, et d'ailleurs, il y a un des gars qui a répondu « Non, mais c'est une insulte à Hitler », ce qui peut être interprété diversement. Oh putain. Bref, c'est pas le seul compte de ce type, et beaucoup profitent largement de la nouvelle, enfin de la plus si nouvelle accessibilité des badges bleus et or, pour se donner de la visibilité et un semblant de crédibilité. Alors depuis ses sorties fracassantes de novembre dernier, Elon se fait un poil plus calme, mais on peut pas trop dire que ça s'arrange sur X. Alors, est-ce que c'est une substance toxique? Je sais pas, mais perso, moi j'y touche pas sans un masque et des gants en caoutchouc. Hein. Il faut que tu sois habillé comme dans... mince, comment ça s'appelle cette série? Oh là, je vais y arriver. Breaking Bad, tu sais, avec Oh, toute la carrément. tenue de conception chimique. Oh, et du côté d'Instagram, Guillaume, est-ce qu'il y a un petit peu de mieux auprès de la population la plus jeune? Écoute, il faudrait, ouais. Bon, le président de notre présipauté a dit hein, l'ordre va avec le progrès, l'autorité avec l'émancipation. Et c'est vrai, quoi, faut les encadrer, ces jeunes. Non, mais Ouais. après, faut pas laisser n'importe quel mec chelou leur envoyer des messages merdiques. Bon, c'est pas mal aussi. Par semaine, c'est 13% des ados de la plateforme qui recevraient au moins un message d'avance sexuelle d'un inconnu. Alors Meta, Parfaitement rassurant. tout à fait, n'est-ce pas? Alors finalement, Meta réagit en coupant la possibilité pour les moins de 16 ans de recevoir des messages de gens qu'ils ne suivent pas. Donc C'est bien. les adultes de 19 ans et plus ne pourront pas contacter des jeunes qu'ils ne suivent pas par ailleurs. Et puis c'est des changements qui, bon, font penser inévitablement aux révélations d'Arturo Beillard, un ex de chez Meta devenu lanceur d'alerte, hein, qui citait notamment le cas de sa fille de 14 ans qui était régulièrement arrosée de messages explicites ou misogynes. Après, c'est un changement de réglage par défaut, hein, qui peut parfaitement être modifié, cela dit, sauf si le compte est supervisé par un adulte. Auquel cas, évidemment, c'est l'adulte qui devra changer le truc. Encadrer les pratiques et rendre le web plus sécure pour les jeunes, c'est pas simple. Déjà, les plateformes sont pas super chaudes, hein, et clairement, en plus, vu les difficultés générales du problème. Et quant au pouvoir public, ils veulent agir, mais c'est pas simple non plus de trouver un équilibre. Par exemple, en Utah, dès le 1er mars, les plateformes devront obtenir l'aval des parents pour accueillir un mineur dessus. Et puis, il y aura plein d'autres limitations aussi. Alors, c'est bien intentionné, mais ça va aussi limiter la liberté de certains ados et obliger à utiliser sa véritable identité pour les parents, enfin, tu vois, pour les ados et pour les parents aussi. C'est quand même des problèmes assez délicats. Et d'ailleurs, la décision est déjà contestée en justice en Utah par Anna Zulek, qui la considère excessive et nuisible pour les mineurs, hein, des mineurs qui trouvent sur les réseaux parfois des contacts importants qu'ils ne pourraient pas trouver IRL, et puis parfois aussi à l'abri du regard de parents pas toujours systématiquement aussi bienveillants qu'il le faudrait. Du reste, les plaignants considèrent que la section 230 préempte la loi locale, et cherchent donc à bloquer sa mise en application. Des lycéens feront-ils plier les législateurs de l'État? Bon, j'en doute un peu, mais enfin, c'est à suivre. Elon Musk trouve même ce dispositif anticonstitutionnel, je crois, hein, il l'a dit. Je rigole, bien entendu. On termine avec Amazon. Je rigole, mais quoique. On termine avec Amazon en France, qui est pointé du doigt. On parle d'excès, alors parlons d'Amazon, spécialiste de l'abus quand même. Dans ce cas, c'est la CNIL, de notre beau pays, qui épingle le géant du commerce en ligne, comme on l'appelle, alors que Temu est encore dans sa phase d'échauffement. Il va peut-être un jour
être appelé pareil, Amazon aura recours à une surveillance excessive de ses employés. Alors, surveillance excessive, mais tout de suite les grands mots. Surveillance et excessive, non mais enfin. Vérifier que les articles sont... Vérifier que les articles sont scannés exactement à la bonne vitesse, c'est-à-dire pas en moins de 1,25 secondes. Enregistrer toutes les périodes d'inactivité, même de moins de 10 minutes, c'est normal. Monitorer en temps réel toute l'activité de tous les scanners de tout le monde, en plus d'avoir une vidéosurveillance constante de tout le monde, c'est juste pour s'assurer que ça fonctionne bien, quoi, c'est tout, c'est pour la sécurité des employés. Et bon, comme tout le monde n'est pas d'ailleurs complètement au courant de tout ce qui est enregistré, qu'il n'y a pas une transparence complètement incroyable, c'est pas très RGPD compatible. Mais bon, en tout cas, c'est du coup 32 millions d'amendes, une amende contestée bien sûr avec véhémence par Amazon. Il pourrait y avoir un recours auprès du Conseil d'État d'ailleurs. Alors que tout ça, alors que pour la CNIL, la mise en conformité n'est pas encore complète, hein, donc c'est encore en train de bosser, mais bon, c'est Amazon. Merci Amazon. Et on termine pour de bon cette fois-ci avec l'espionnage, Guillaume. Oui, encore une petite histoire pour montrer que même si c'est chiant parfois le RGPD, hein, c'est vrai, c'est quand même pas si mal. On a déjà parlé des courtiers en données aux États-Unis qui rachètent à des prestataires ou à des apps ou à des fournisseurs d'accès, des fournisseurs de services. Enfin, il y en a des milliers, hein, d'ailleurs, des apps comme ça. Ils rachètent des énormes paquets de données, des trucs qui classent un peu, qui recoupent un peu, puis après qui revendent à qui veut. Hein. Alors, c'est souvent des boîtes de pub, évidemment, ou juste des boîtes qui veulent faire des études de marché ou des stats quelconques, mais ça peut... mais bon, tout ça se fait sans que les gens en aient conscience, souvent. Et la grande quantité et la granularité des données est déjà très préoccupante. Mais en plus, il n'y a pas que les boîtes privées qui se servent dans ce superbe festin d'informations. L'État aussi. Le FBI, ça a été révélé l'an dernier, et on vient d'avoir confirmation que la NSA fait pareil. Bon, après, ça serait bête de laisser perdre. Je veux dire, pourquoi se priver? Parce que c'est pas éthique? Non, mais sérieusement, pourquoi se priver? Parce que c'est illégal peut-être. Ah oui, ça peut-être éventuellement. En fait, un petit peu comme ici, la FTC demande à ce que les Américains soient informés et donnent leur consentement quand leurs données sont vendues. En consentement clair et en conscience. 90% du business des courtiers est totalement opaque. Si tu leur achètes des données, tu les soutiens, tu les finances, et donc tu es complice en quelque sorte. Or, le problème est monstrueux. Non seulement la NSA admet acheter des données random sur les Américains, sur le marché, sur ce marché-là, mais en plus, ils rachètent aussi les métadonnées des fournisseurs Internet directement. Toutes les métadonnées de leur trafic Internet, et on sait que, bon, même sans le contenu, il y a quand même pas mal d'infos à glaner. Et donc, le sénateur Ron Wyden appelle à cesser ces pratiques, et pas même la NSA à effacer les données qu'elle possède. Alors évidemment, la NSA a répondu qu'elle faisait tout pour minimiser la collecte et qu'elle se limitait uniquement aux infos les plus importantes, pertinentes pour la sécurité de l'État. Voilà. Alors dans le détail, évidemment, c'est flou. Quand même, la FTC a déjà attaqué quelques courtiers. La pratique reste très répandue, c'est un problème qui est systémique. Hein. Et puis la NSA, bon, c'est son boulot de foutre son nez partout. Hein, mais par contre, elle aime pas trop qu'on vienne fourrer le nôtre dans ses affaires. Et il peut être assez parano dessus, et donc du coup je vais conclure avec un épisode assez cocasse qui date de la fin des années 90 et qui vient d'être documenté en détail, la panique Furby. Et oui, les Furby, ces jouets à poil avec des gros yeux là qui font des bruits bizarres, qui avaient une intelligence artificielle déjà en 98, attention. Tu vois. Oui. Et d'ailleurs déjà en 98 c'était du pur marketing. Les Furby avaient quand même la capacité de capter des bribes de mots et de les répéter, donc voilà, ils avaient effectivement un micro. Et ça, les micros, la NSA, elle s'en méfie. Et puis elle s'y connaît, je veux dire, elle sait pourquoi. Donc la NSA a donc banni les Furby de tous leurs bureaux un petit peu partout par peur que des employés discutent de trucs confidentiels devant la peluche dotée d'une intelligence artificielle. Ah oui. Et donc il y a un gars qui se fait appeler Kotakat, qui s'est dit un soir qu'il s'emmerdait, qu'il allait demander les documents sur cette affaire directement à la NSA pour tirer ça au clair. Eh ben figure-toi que la NSA, dans les jours qui ont suivi, lui a répondu en lui envoyant un énorme paquet, une énorme enveloppe cartonnée, avec toutes les communications internes de la NSA sur le sujet qui confirment bel et bien qu'il y a eu une Furby Alert en 99, où les jouets sont devenus formellement interdits, tout comme les autres équipements d'enregistrement audio ou vidéo. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les 60 pages du rapport sont probablement scannées en ligne si vous êtes vraiment passionné par le sujet. Si jamais ça vous intéresse, en sachant que Hasbro a relancé le Furby, a priori, en fin d'année dernière. Je ne sais pas si ça a tenu, mais... Et est-ce qu'il est toujours interdit à la NSA ? Eh bien, j'espère bien. Ce serait extrêmement logique. S'il ne l'est plus aujourd'hui, je crie au scandale. Oui, en tout cas, ce serait le vivier parfait pour capter de la donnée. Je ne sais pas s'il y a des sujets sur lesquels Guillaume a fait le déroulé, Steph, pour lesquels tu souhaiterais réagir. Pas particulièrement. Moi, je t'avoue que les Furby, ça m'a toujours fait flipper. Je sais pas si vous savez le gars. Bien sûr. Ils sont complètement effrayants. Ouais, mais bien sûr. Ouais.
Ils ont un côté un peu mogwai sous acide qui est un petit peu effrayant. On est d'accord. C'est exactement ça. Plus jeune, je me souviens que j'avais regardé les Gremlins à un âge où j'aurais pas dû les voir, et donc du coup développé une espèce de panique pour ces trucs-là. Et donc les Furby, ça me rappelle un peu, ça me ravive ces traumas. Et je t'avoue que la photo que j'ai fait en cliquant sur l'article, d'un seul coup, ça m'a un peu paniqué. Ça mais t'a ça va ravivé mieux. des peurs d'enfant, Ouais. mince. Ça va On le mieux. mettra en couverture des épisodes. Et puis j'en vois des très étranges, des Furby allongés, des trucs comme ça. Bon bref, Imagine un merci. Furby avec un LLM dedans. Oh l'angoisse. Mais alors, Ah vraiment, c'est mais les nouveaux, oui, quoi. c'est les nouveaux concept. Furby, je pense, bien sûr. Oui, je Oh pense là que là c'est les là là. nouveaux, ils sont comme ça. Merci de nous donner des idées. Merci beaucoup Steph, merci Guillaume pour la préparation de cet épisode et merci beaucoup à vous qui nous écoutez semaine après semaine dans Tech Café. Merci évidemment de déposer un avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis d'envisager un soutien sur patreon.com/techcafé pour contribuer au financement du podcast sur le long terme et puis également profiter en retour des épisodes sans la pub. Bien entendu, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord, mais aussi et surtout nous retrouver individuellement. Steph, merci infiniment pour ta participation à l'enregistrement hebdomadaire et au supplément de Tech Café de cette semaine, mais tu vas pouvoir nous dire aussi où on peut te retrouver. Pareil que pour le précédent épisode, sur le serveur Discord, avec plaisir pour toutes vos questions. Je suis extrêmement rassuré. Je m'imaginais là que tu allais nous lancer, tu vois, un réseau social sur lequel tu étais très, très présent ou un site web et je me serais dit, c'est pas logique. Pourquoi tu l'as pas dit Furby avant? Merci. Forever, voilà. C'est donc ça. Furby Forever, le nouveau blog de Ouais. Steph, passionné par les Furby. Merci beaucoup en tout cas. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Fur Fighters, non. En plus, le pire de tout, c'est que Fur Fighters, je suis sûr que ça existe et que c'est un truc de furry un peu louche. Oh la vache. Ça sent comme ça. Je vais pas envie de faire la requête. Non, mais moi, je vais juste essayer de travailler sur moi pour ne pas commander de Yes sur ce site du démon là-bas. Il faut que je sois fort. Commande des Raiders plutôt. Ça, c'est bien meilleur. Les Il y en a Raiders. pas, il y a des Twix, mais c'est nul. Ah, c'est pas nul. les Mais Raiders. attends, il y a une différence entre Twix et Raiders? Parce que pour moi, les Raiders, c'était Rien à des voir. Twix. Rien à voir, c'est pas C'est du vrai tout les mêmes choses. Non, c'est exactement pareil, mais bon, je sais pas, peut-être que la recette a évolué subtilement, mais effectivement, je pense que c'était sûrement un changement de nom que je n'ai jamais compris. Pour moi, dans mon passé, dans ma vision d'enfant, Raider, c'était vraiment extrêmement significatif, les deux doigts coupe fin comme ça. Et pourquoi est-ce qu'ils ont... Bon, bref. On va pas refaire l'histoire du marketing des barres chocolatées. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ciao.